Inextenso et puis notre partenaire, le club hôtelier du Val-de-Marne. Donc, au programme cet après-midi, Inextenso va nous présenter la situation actuelle de l'hôtellerie à l'échelle du Grand Paris, avec ce qui est intéressant, je pense, une mise en perspective à l'échelle européenne et à l'échelle française, hein, pour voir la situation particulière qu'on a dans le Grand Paris. On fera ensuite un focus sur la situation en Val-de-Marne, et puis on parlera des tendances, des estimations de reprise. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est échanger avec vous aussi sur vos situations particulières. Alors, je voulais vous rappeler également, donc on a lancé une enquête qu'on vous invite à remplir, même si c'est toujours un petit peu long de répondre à ces enquêtes, mais c'est important pour nous de voir comment se situent les différents établissements du Val-de-Marne, et puis d'adapter avec le club hôtelier, d'adapter aussi ce que pourra faire le CDT dans les mois qui viennent pour vous être le plus utile possible. Hein, donc, c'est vraiment, je vous invite à répondre à ces enquêtes et à inviter vos collègues à répondre à ces enquêtes. Je vous annonce également qu'on organisera des rencontres du tourisme en Val-de-Marne le 26 janvier matin. Donc, si vous pouvez déjà retenir votre matinée, on sera peut-être sous forme de webinaire encore. Donc, ce sera l'occasion justement de présenter les résultats de l'enquête et de réfléchir tous ensemble à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut développer concrètement sur notre territoire du Val-de-Marne. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue pour cette introduction. Peut-être que Claudine, donc, qui est Claudine Debenay, qui anime le club hôtelier, peut peut-être dire un petit mot. Et puis ensuite, il y aura Olivier Petit. Hein, on passera la parole à Olivier Petit de Inextenso pour présenter tout le travail qui a été réalisé. Et j'en profite pour remercier donc Inextenso et notamment Camille chez nous, Camille Chauvat, qui a bien, enfin voilà, ils ont beaucoup travaillé sur cette présentation et j'espère que vous y trouverez des éléments intéressants pour vous. Claudine, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Claudine Debenay, membre du club des hôteliers du Val-de-Marne, toujours aux côtés du comité départemental du tourisme, évidemment. Je suis également directrice de l'hôtel Confort à la Porte d'Ivry. Aujourd'hui, le club est là parce que justement, on a besoin de vous pour connaître un petit peu la situation au global, évidemment sur la France et sur l'Europe, ça c'est important. Parce que, comme on le vit au quotidien, tous les jours, excusez-moi. Désolée, comme je suis toute seule, c'est un peu compliqué. Comme nous, on le vit tous les jours, effectivement, chaque hôtelier vit la période d'une façon totalement différente. Et quand on appelle un par un ses collègues, on a des données vraiment différentes. Pour nous, c'est important aujourd'hui que ces données soient un petit peu concrétisées et qu'on puisse avoir une vision plus globale de la situation et du tourisme. Voilà. Donc, merci à vous de nous offrir ce moment. Dans ce cas-là, je vais prendre la suite et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Petit, moi je dirige effectivement le cabinet Inextenso. Alors je vais être le porte-parole, mais celui qui travaille, c'est Grégory Fortems, avec qui vous êtes en lien, accompagné de Marie Massard. C'est à eux que j'adresse les remerciements pour le travail qu'ils ont effectué tout au long de cette année et sur cette présentation. Alors pour cette présentation, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, avoir un petit regard sur des perspectives que l'on peut imaginer
imaginer. Alors, avec toutes les limites constituées par cet exercice en ce moment où la lisibilité est quand même très compliquée. Alors, pour attaquer sur la situation effectivement en France. Globalement, si on prend un peu de recul, entre 2018 et 2019, on était sur une tendance qui a été bonne, avec une progression du chiffre d'affaires hébergement sur le marché français qui a été en progrès de 2% sur ces années-là. Une approche qui était assez hétérogène, hein, comme d'habitude, un repli sur Paris avec une contraction du chiffre d'affaires lié à des mouvements sociaux essentiellement, crise des gilets jaunes, retraites qui sont venus pénaliser l'hôtellerie parisienne et globalement effectivement des régions et une Côte d'Azur qui s'en sortaient plutôt pas mal avec une progression de l'ordre de 2 à 3%. Si on regarde les données sur l'Île-de-France, on voyait que globalement, on était peu ou prou dans une dynamique autour de 1% de croissance du chiffre d'affaires entre 2018 et 2019, avec pour l'Est des stabilisations, comme c'était le cas du chiffre d'affaires en Val-de-Marne, ou des progressions effectivement un petit peu plus fortes en Seine-et-Marne, et une contraction du chiffre d'affaires sur d'autres départements, que ce soit les Yvelines, l'Essonne par exemple, sur lesquels on avait des replis de l'ordre de 2%. Mais globalement, une année qui était en progression sur le territoire français. Début 2020, ça démarre plutôt bon et même très bon sur Paris avec une croissance du RevPAR sur le premier trimestre 2020 de 15% avec un effet de rattrapage des contre-performances de l'année précédente liées notamment aux événements sociaux dont je parlais en janvier. Et puis un effondrement des performances sur le mois de mars avec des replis de l'ordre de 69% sur Paris, mais qui sont à peu près à l'échelle de tout ce que l'on pouvait observer sur les grandes métropoles européennes. Alors avec quelques différences, hein, on voit l'Italie qui est à moins 86% de chiffre d'affaires, l'Espagne au-delà de moins 75%, et de la Russie sur lesquels c'était un petit peu moins fort parce qu'on avait des hôtels qui étaient toujours ouverts pour partie. Mais globalement, une crise forte qui affecte brutalement tout le monde après un bon début. Lorsqu'on regarde l'évolution sur une période de mars à septembre, pour les différents pays européens, on voit qu'on est à peu près tous mangés à la même sauce. Des confinements qui sont parfois un petit peu décalés en fonction des pays, mais globalement un effondrement de la performance de taux d'occupation à partir du mois de mars. La France ne fait pas exception. À peu près tous les pays, toute l'Europe se confine et donc dans la mesure où on est confiné, on gèle les déplacements et donc on gèle les besoins en termes de nuitées hôtelières, quand bien même, contrairement à l'Espagne, les hôtels ont pu rester ouverts en France. Des hôtels ouverts mais pas de marché, les performances étaient nécessairement catastrophiques. À partir de juin, on commence à rouvrir, on sort du confinement et on voit un redressement assez net des performances jusqu'en août. Et donc, une demande sur le marché français qui a largement été tirée par les clientèles d'agrément, les familles, confinées pendant plusieurs semaines et qui avaient envie de recréer du lien social, retrouver des amis, retrouver de la famille, sortir un petit peu des appartements dans des grandes métropoles urbaines pour aller prendre l'air et un succès qui était plutôt avéré sur des territoires littoraux, montagnes, campagnes, qui ont connu un été, pour certaines destinations, un été pratiquement record en termes de performance. Alors là aussi, c'est quand même assez hétérogène. Il faut pas considérer que tout le monde a eu un été extraordinaire, y compris sur ces territoires. Et
globalement une mauvaise performance sur tous les pôles urbains. C'est-à-dire que les clientèles d'agrément ont privilégié les grands espaces, l'absence de contact, de concentration populaire pour aller vers de grands espaces. Donc évidemment, les zones urbaines, dont Paris et sa banlieue, ont eu un été effectivement particulièrement difficile. Quelques hôtels ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce que on était dans un contexte, notamment sur Paris, où un certain nombre d'hôtels n'avaient pas rouvert, et donc ceux qui étaient ouverts ont récupéré le petit marché qui restait et ont pu réaliser quelques performances honorables. Septembre arrive, donc les clientèles d'agrément commencent à disparaître. Une remontée épidémique effectivement qui commence à être assez significative, et du coup on retrouve effectivement un effondrement des performances. En gros, en septembre, on a eu un choc de l'offre où on a un marché qui s'est plutôt contracté en termes de demande, et on a eu pas mal d'hôtels, notamment sur les grandes aires urbaines, qui ont rouvert. Donc on est sur un effet ciseau, hein, baisse de la demande, augmentation de l'offre, mécaniquement des performances de taux d'occupation qui sont tombées. Donc globalement, on voit que la France s'en est pas trop mal sortie sur cette période, puisqu'on était plutôt en tête d'affiche versus nos voisins européens. Alors là aussi, on est en France sur un territoire où on a la chance d'avoir le support d'une demande nationale qui est relativement soutenue. Ça doit être de l'ordre pratiquement des 3/4 des nuitées effectivement estivales. Et donc, on était dépendant de l'ordre de 25% vis-à-vis des clientèles internationales. Et donc, le fait que il y ait des clientèles françaises qui n'aient pas pu sortir effectivement pour aller en vacances à l'étranger, a venu compenser une partie assez significative du manque à gagner qu'on pouvait avoir des clientèles internationales qui ne pouvaient pas se rendre en France. Là encore, tous les territoires n'ont pas été mangés à la même sauce. On voit que les territoires ruraux, littoraux, montagnes ont été particulièrement attractifs pour cette clientèle nationale. Et les clientèles internationales, qui sont souvent assez urbaines aussi pendant cette période, n'étant pas présentes, là encore, on n'a pas eu ce renfort sur le marché parisien notamment. Donc si on regarde les performances en France entre janvier et septembre 2020, mis en perspective par rapport à l'Europe, on va exprimer le taux d'occupation économique qui correspond effectivement aux hôtels ouverts. Donc c'est la bulle qui est en bleu foncé, hein, dans les graphes qui vont arriver, des cartes. Et la bulle claire correspond effectivement. Alors, pardon, là on est sur les hôtels ouverts. Je reviendrai sur cette différence entre les hôtels ouverts et fermés. Donc sur les hôtels ouverts, on voit là aussi une contre-performance avérée, mais à l'échelle européenne, avec des niveaux d'occupation sur ces 9 premiers mois de l'année qui se situent, dans le meilleur des cas, autour de 34%, comme on peut le voir effectivement sur le marché français ou sur le marché russe. Mais globalement, on est sur une problématique qui est européenne. Si on le regarde en termes de chiffre d'affaires, donc l'évolution du RevPAR, le comparatif du cumul des 9 premiers mois entre 2019 et 2020, c'est là où on prend effectivement bien la mesure de la catastrophe. On est sur des replis de chiffre d'affaires pour l'hôtellerie qui sont systématiquement supérieurs à 50% et qui peuvent atteindre les -75, -76% sur les marchés Portugal, Espagne, Italie, qui n'ont pas la même dynamique en termes de marché intérieur et donc qui n'est pas venu soutenir effectivement l'activité des hôtels dans ces pays. En France, là où on a ce marché intérieur, malgré effectivement un été qui a été convenable, on voit que sur toute cette période et notamment la période du confinement, l'impact a été extrêmement fort avec des replis de plus de 50%.
Donc, si on regarde les taux d'occupation entre juillet et septembre sur les différentes agglomérations européennes, là encore, on voit que Paris, pardon, en rouge, se situe à peu près dans un milieu. Alors, bon, on est un petit peu devant en juillet, un petit peu devant en septembre, mais global, Berlin, qui a été l'Allemagne ayant été un petit peu moins affectée effectivement par la crise sanitaire, avec moins d'hospitalisation, moins de décès, s'en sort un tout petit peu mieux. Mais là encore, toutes les capitales européennes sont à la peine sur ces 3 mois. On le mesure bien globalement en France quand on regarde l'évolution des taux d'occupation, des prix moyens, des RevPAR sur cette période de janvier à septembre, si on le met en graphe. On voit qu'on a perdu 49% de taux d'occupation, on a perdu 5% de prix moyen, soit moins 52% effectivement sur le total. Et on voit bien sur ce graphique un janvier-février qui décollait gentiment, et puis un effondrement à partir de mars, et ensuite avril, mai, juin qui était proprement catastrophique, et juillet, août, septembre qui sont moins profonds en termes de repli, mais qui marquent quand même pour septembre des replis de l'ordre de moins 50%. Donc une évolution de taux d'occupation extrêmement négative sur toute cette période. Au final, on est là encore dans une approche très hétérogène en fonction des endroits qu'on va regarder. Paris qui souffre le plus, moins 70% en termes de RevPAR, et donc Paris va conjuguer plusieurs facteurs négatifs, enfin pénalisants. Concentration urbaine, donc effectivement des actions en termes de couvre-feu, de politique sanitaire qui ont été particulièrement contraignantes. Une dimension très internationale, et on n'a plus de clientèle internationale, donc évidemment les destinations internationales, Paris et Côte d'Azur ont été les plus affectées. Paris et la Côte d'Azur sont deux très bonnes destinations en termes de MICE, donc tout ce qui a trait aux réunions d'affaires, que ce soit les congrès, foires, expositions ou séminaires. Et donc là encore, on a été lourdement pénalisé sur ces territoires, là où l'hôtellerie en région a été un peu moins affectée, quand bien même elle perd quand même 44%, donc là c'est une crise hors norme. Mais parce qu'elle a bénéficié effectivement du fait qu'on ait une exposition à l'international beaucoup moins forte, et donc un impact qui a été moins drastique sur ses performances par rapport à Paris et la Côte d'Azur. Lorsqu'on le regarde dans les principales villes françaises, entre janvier, l'évolution des taux d'occupation de janvier à septembre, on voit qu'effectivement, il y a eu il y a des niveaux d'occupation qui se situent entre 25% pour Strasbourg, 28% à Paris, et les meilleures destinations tournent autour des 40%, que ce soit à Nantes ou à Marseille. Donc là encore, une hôtellerie qui est malheureusement à terre. Si on fait un petit focus maintenant sur l'Île-de-France, on a regardé les taux de fermeture effectivement des hôtels en Île-de-France. On situe le Val-de-Marne, donc les points un peu plus gros en noir. Bon, globalement, on a eu une approche qui était à peu près identique. On voit qu'on a eu des fermetures systématiquement. On a plus de fermetures effectivement dans l'hôtellerie parisienne et dans les Hauts-de-Seine. On est sur les deux territoires qui sont les plus exposés en termes de clientèle internationale. Loisirs à faire sur Paris et très business effectivement sur les Hauts-de-Seine, notamment avec le pôle de la Défense. Et donc, on a aussi les hôtels les plus haut de gamme. Et c'est globalement, plus on monte en gamme, plus les performances ont été affectées à la baisse, et plus les hôtels étaient fermés, à défaut d'avoir un marché disponible sur cette période. Les taux d'occupation, c'est là où on revient sur les deux couleurs dont je vous parlais. Vous avez la couleur en foncé qui correspond au taux d'occupation des hôtels qui sont ouverts.
Donc là, on est uniquement sur les performances des hôtels qui sont ouverts sur la période. Et en bleu ciel, on est sur les taux d'occupation des hôtels ouverts et fermés. Donc, ce qui fait qu'on a une dégradation évidemment de la performance puisque le stock de clientèle présent dans l'hôtellerie est ramené sur un stock de chambres qui est plus important puisqu'il y a des hôtels là-dedans qui seront fermés et qui n'accueillent pas de clients. Donc, si on regarde effectivement de janvier à septembre en 2020, on est sur des performances dans le Val-de-Marne de l'ordre de 40% de taux d'occupation, 31% si on considère également les hôtels fermés dans le stock, qui correspondent peu ou prou à ce que l'on observe sur l'Île-de-France hors Paris, qui est à 40% de TO et 30% si on comprend tout le stock. On voit que globalement, dans la périphérie parisienne, on est sur des choses qui sont à peu près identiques. On a deux départements, le 92 et le 78, donc l'ouest parisien, qui sont plus affectés avec des niveaux de taux d'occupation ouverts ou fermés qui sont plus faibles. Là encore, on rejoint cette problématique de clientèle internationale, d'hôtels haut de gamme, qui fait que le marché est plus étroit et donc on a plus d'hôtels fermés et moins de clients, donc des performances qui se sont globalement dégradées de manière plus significative. On le retrouve dans ces graphiques, hein, si on resitue mois par mois sur la période, on voit que le Val-de-Marne, donc qui est en noir, versus la courbe bleue un peu plus épaisse, qui correspond à l'Île-de-France. Le Val-de-Marne s'inscrit globalement dans la même dynamique, hein, tout le monde suit à peu près les mêmes curseurs. On a une remontée effectivement en Seine-et-Marne au mois d'août, certainement liée effectivement à un peu de reprise d'activité sur Disney et quelques gros équipements. Mais globalement, on a des courbes qui ont tendance à se suivre et on retrouve effectivement les Hauts-de-Seine plutôt dans la partie basse de ce graphique pour les raisons que j'ai déjà exprimées. Bon, si on le regarde en journalier, les données quotidiennes, là, si on met en perspective Paris et l'Île-de-France hors Paris, globalement, ce que l'on observe, c'est qu'on a peu ou prou à peu près les mêmes tendances, hein, si ce n'est que l'Île-de-France hors Paris s'en sort un petit peu mieux que Paris, du fait, là encore, de ces problématiques d'hôtellerie haut de gamme et d'exposition internationale à Paris. L'évolution du taux d'occupation, pardon, excusez-moi. L'évolution du taux d'occupation de janvier à septembre, si on regarde les taux d'occupation donc en Île-de-France hors Paris, en cumul, moins 57% sur l'Île-de-France hors Paris, moins 58% sur le Val-de-Marne. On est à peu près partout sur ces mêmes niveaux. L'Essonne s'en sort un tout petit peu mieux, puisqu'on n'est qu'à moins 50% et les Hauts-de-Seine plus pénalisés à moins 68%. Et si on regarde la même chose en chiffre d'affaires, on est à moins 60%, moins 63% sur le Val-de-Marne, et on retrouve effectivement un peu plus de pression sur le 92 et un petit peu moins sur le 91, où on a une hôtellerie qui est peut-être un peu plus super économique, un peu plus orientée encore sur du national, qui du coup a été un tout petit peu moins impacté que le reste des départements franciliens. Et si on le regarde effectivement sous un prisme évolution des taux d'occupation en abscisse et évolution des prix moyens en abscisse et évolution des taux d'occupation en ordonnée. Le Val-de-Marne se situe un petit peu au milieu de la croisée des chemins, mais sachant que tout le monde se situe à peu près dans les mêmes quartiers dans le rouge sur cette période septembre
pardon, janvier à septembre. La Seine-et-Marne qui est un peu plus à l'écart. Et là encore, on est vraisemblablement sur un effet lié à l'hôtellerie autour de Disney. Disney, site phare, site de flux, site fermé ou à jauge réduite, site à vocation très nationale et internationale. Évidemment, ça a été effectivement un choc d'autant plus fort pour les établissements des environs et de Disney. Une crise qui est vraiment sans précédent, hein, et ce que l'on peut constater, c'est des replis massifs de taux d'occupation, quel que soit le positionnement que l'on observe, des replis également en termes de prix moyens. Et plus on va monter en gamme, du super économique au milieu de gamme, plus l'impact de la crise est fort. Donc en fait, le facteur prix joue un peu, mais on est surtout, plus on va monter en gamme, plus on va ouvrir de services. Or, plus il y a de services, plus il y a de contact humain. Et aujourd'hui, les clientèles ont plutôt tendance à éviter les contacts au maximum d'une part, et d'autre part, toutes les clientèles, et notamment les clientèles affaires, sont particulièrement vigilantes sur la question tarifaire, et donc vont parfois effectivement descendre d'une gamme pour essayer d'avoir un prix moins important. Alors ça se retrouve pas forcément beaucoup dans le graphique, hein, parce qu'on n'a pas on n'a pas le super économique qui arriverait à récupérer tous les autres clients. On a vraiment une baisse de la clientèle significative partout. Et dans le super économique, on a aussi des clientèles qui sont un petit peu contraintes de toute façon d'aller s'héberger dans ces établissements parce que les chantiers sont ouverts, donc il faut bien dormir le soir, et donc c'est des populations de travailleurs qui ont certainement moins le choix et qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc ces familles sont un petit peu moins affectées. La situation, si on fait un focus sur le Val-de-Marne, si on reprend là aussi un tout petit peu de recul, revenons au 1er janvier 2020. Au 1er janvier, on avait un parc hôtelier de 91 hôtels pour 7 358 chambres. Un parc qui se caractérise par l'absence de segments effectivement dans le haut de gamme et le luxe, avec un tropisme très fort sur l'hôtellerie super économique et économique, hein, puisque ça représente pratiquement les 3/4 des capacités. Un parc aussi qui se caractérise, alors c'est quelque chose que l'on observe aussi à l'échelle française, par une montée en gamme. On voit qu'on était sur 25% du parc de chambres en 2011 qui était en milieu de gamme. On est monté à 27% en 2020. Donc une progression effectivement en gamme, mais pas encore d'hôtellerie haut de gamme ou luxe. Un profil de parc où on est sur un petit 2/3 d'hôtellerie sous enseigne et un gros tiers d'hôtellerie indépendante, un peu plus de la moitié d'hôtellerie sans restauration et 45% d'établissements avec, et des établissements, 62% des hôtels plutôt de taille conséquente, hein, supérieure à une cinquantaine de chambres, qui rejoint à peu près les 62% qu'on voit d'hôtellerie sous enseigne. Un point un petit peu dur de vigilance, la répartition qualitative du parc. On arrive à extraire aujourd'hui l'intégralité des notes booking, ce qui nous permet d'avoir une lisibilité de la e-réputation d'un établissement ou d'un territoire, un territoire en l'occurrence. Et lorsqu'on regarde effectivement les notations booking, ce qu'on peut observer, c'est que, il n'y a pas d'excellent. Alors, il n'y en a pas beaucoup en Île-de-France hors Paris, mais on est quand même largement en dessous des moyennes nationales. Du très bien, on en trouve un peu pour 4%, mais ça reste marginal et c'est moins important que ce que l'on retrouve en Île-de-France hors Paris. Et puis du bien, on est à hauteur de 30%, mais là aussi un petit peu sous-représenté par rapport à l'Île-de-France hors Paris. Le passable est malheureusement
bien représenté, de même que le médiocre. On est sur un parc hôtelier sur lesquels il n'y a pas eu énormément de création, pas eu beaucoup de renouvellement de ce parc-là dans les périodes très récentes. Et donc, ça se ressent effectivement de temps en temps sur la notation Booking. Notation Booking qui, là aussi, on le compare à l'Île-de-France-Hors-Paris et non pas au marché français. C'est vrai que la vocation d'hébergement de la périphérie parisienne est quand même souvent plus fonctionnelle que réellement plaisir, et donc ça peut parfois effectivement affecter les notes un peu à la baisse en termes, parce que les produits sont aussi parfois moins généreux en termes de services que sur d'autres territoires. L'évolution de ce parc entre 2011 et 2020, vous retrouvez dans les barres vertes les croissances du parc, le nombre de chambres effectivement qui a vu le jour sur chacune de ces années. Donc au global, on a vu 736 chambres se créer sur la période 2011-2019 au travers de 6 hôtels. En saumon, les fermetures d'établissements. Donc là, on est à 19 hôtels pour 863 chambres qui ont fermé qui ont fermé ou qui sont sortis du marché de l'hôtellerie, effectivement, je vais y revenir tout à l'heure, sur cette période. Donc on est sur un solde négatif de 127 chambres sur cette période qui ont disparu. En gros, 110 chambres qui sortent chaque année. Ces sorties, c'est beaucoup de l'hôtellerie super économique et économique. Sur ces 8 dernières années, on était sur 100% de sorties d'hôteliers indépendants. Et on a vu un peu de cessation d'activité et de défaillance, mais on a vu surtout un glissement de cette offre super économique et économique vers une offre d'hébergement différenciante du social, de l'étudiant, du foyer jeune travailleur. Et donc, on a un glissement effectivement vers ce type d'hébergement au détriment de l'hôtellerie. A contrario, 90 chambres à peu près qui se créent chaque année, super économique et également du milieu de gamme, puisque un peu plus du tiers du parc développé est en milieu de gamme. Là, on est systématiquement sous enseigne et on est essentiellement sur des constructions neuves, un petit peu de reconversion et de réhabilitation, mais essentiellement de la construction. Donc, si on met en perspective l'inventaire chambre, qui est présenté en courbe gris foncé, et l'évolution des taux d'occupation, on voit que on a eu une période où on a eu une légère décroissance tant de l'offre que des taux d'occupation, mais pas de manière très très significative. On a eu une croissance de l'offre entre 2015 et 2016 qui a assez fortement impacté les taux d'occupation. Alors en plus avec un phénomène conjoncturel qui correspondait aux attentats de Paris et de Nice, mais même l'Euro de football effectivement n'a pas permis de venir compenser le gap qu'on a eu en 2016 lié à la création d'un nouvel établissement. On retrouve en 2018, là pour le coup, entre 2017 et 2018, on a plutôt eu une tendance à voir le parc se contracter un petit peu, ce qui s'est poursuivi en 2019. Cette contraction du parc et l'absorption des nouvelles capacités a fait qu'on a eu un retour effectivement à des progressions de taux d'occupation sur cette période. Et ensuite, en 2019, certes, on a eu la Coupe du Monde de football féminin, mais l'impact des grèves, des mouvements sociaux, effectivement, à la SNCF, grève des retraites, gilets jaunes, n'a pas permis à l'hôtellerie de bénéficier à plein, effectivement, de ces quelques fermetures d'établissements et de contraction du stock. Les taux d'occupation par catégorie d'hôtels entre 2012 et 2019, elles suivent
à peu près la même courbe jusqu'en 2018. En 2018, on a un super économique, effectivement, entre 2018 et 2019, qui est un petit peu à contre-cycle, sur lesquels on a une augmentation de la performance de taux d'occupation, là où on a plutôt une contraction en économique et moyenne gamme. Là encore, plus on va monter en gamme et plus l'impact des mouvements sociaux s'est fait ressentir, et donc on est dans quelque chose qui est assez à l'image de ce que l'on a pu observer à l'échelle nationale. Le bilan 2019 des performances du Val-de-Marne, on était globalement sur un atterrissage à zéro en termes de chiffre d'affaires. Pardon. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, mince. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, un atterrissage à zéro globalement en termes de chiffre d'affaires, avec un repli des taux d'occupation de 2%, mais à un niveau qui restait effectivement plutôt soutenu, puisqu'on était à 74% de taux d'occupation en moyenne, et un prix moyen qui progresse légèrement de 2% pour atteindre 73 €. Donc globalement, un RevPAR qui se stabilise. Malheureusement, janvier à septembre, des replis, toutes catégories, de moins 52 à moins 74% de RevPAR dans l'hôtellerie du département. Et là encore, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus on monte en gamme et plus l'impact a été fort. Et donc, dans le milieu de gamme, moins 74% de repli, avec un retour, une incidence taux d'occupation extrêmement forte, et à l'échelle du département, moins 63%. Et là, la courbe que je vous montrais tout à l'heure on retrouve la même, c'est-à-dire que globalement, on est sur un effondrement des taux d'occupation de mars à septembre, et des prix moyens qui eux-mêmes sont affectés assez lourdement sur cette même période. Et là, on retrouve également chaque mois les performances de taux d'occupation par catégorie. On voit que la courbe qui s'en sort le mieux, c'est le super économique, un petit peu moins impacté sur la période, et y compris en septembre, que les familles, effectivement, milieu de gamme, qui sont beaucoup plus fortement impactées. On se posait la question de regarder si on était vraiment à l'inverse des autres départements d'Île-de-France. On a mis en perspective par rapport à la Seine-Saint-Denis et aux Hauts-de-Seine. On voit que par rapport à la Seine-Saint-Denis, on est peu ou prou dans les mêmes tendances. Alors, on peut avoir un différentiel de 5 à 10% sur le mois d'août, mais globalement, on est à peu près sur les mêmes tendances. En revanche, on voit nettement, effectivement, ces deux départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne performer de manière supérieure aux Hauts-de-Seine, pour les raisons, encore une fois, haut de gamme, internationales, qui ont plus impacté ce département. Si on regarde à l'intérieur même du Val-de-Marne, on est sur des niveaux de performance qui sont là aussi assez disparates. On voit qu'on est sur des replis de moins 61 à moins 72%, versus moins 70% en périphérie parisienne. Le pôle Orly, Rungis, Seine-Bièvre s'en sort un tout petit peu mieux, avec moins 61%. C'est toujours étrange de dire ça, je vous prie de m'en excuser, mais c'est vrai que c'est pas une performance positive, mais on a une catastrophe moins importante que chez les voisins. Donc moins 61% pour Orly-Rungis, là où on est à moins 70% en périphérie. L'activité, effectivement, qui a été maintenue sur Rungis sur certaines périodes, le Orly également, qui a pu bénéficier effectivement un peu de réouverture et régénérer un peu de nuitée, a eu un effet d'amortisseur par rapport à des territoires comme la boucle de la Marne, sur lesquels là on est sur une hôtellerie effectivement qui est
plus indépendante, donc il y a parfois moins de levier effectivement en matière de commercialisation, qui est plus éco milieu de gamme également. Peut-être un petit impact également de la fermeture de Disney ou de la jauge réduite. Donc globalement, Orly-Rungis s'en sort un tout petit peu mieux que les autres territoires. Et on le retrouve là aussi sur une tendance mensuelle. Dès le mois de mai, c'est le territoire qui fonctionne le mieux du département. Parlons un petit peu des résidences urbaines. Donc les résidences urbaines, un taux d'occupation de moins 32%, en repli de 32%, un prix moyen en repli de 13%, donc un RevPAR de moins 41%. Donc par rapport aux chiffres que je mentionnais précédemment dans l'hôtellerie, de l'ordre de moins 70% sur moins 63% je crois sur le territoire, là encore les résidences urbaines ont mieux amorti le choc parce que un produit qui permet d'avoir des durées de séjour qui sont plus longues, donc une plus faible rotation des appartements, donc un taux d'occupation qui a un petit peu mieux résisté. Et puis un deuxième facteur, c'est là aussi, dans une résidence de tourisme, globalement, j'ai très peu d'interactions avec le personnel, jusque dans le ménage, hein, et donc du coup, ça peut être perçu parfois comme plus sécurisant vis-à-vis de cette crise sanitaire, malgré tous les process sanitaires qui ont été mis en œuvre dans l'hôtellerie. Et si on le regarde sur cette période de janvier à septembre, on voit que on était sur un delta en janvier de l'ordre de 10 points de taux d'occupation en plus pour les résidences de tourisme versus l'hôtellerie. Et l'écart s'est creusé sur toute cette période de mars à septembre, où on est plutôt sur un différentiel de l'ordre de 20 à 30 points au bénéfice des résidences urbaines sur le territoire. Je ne sais plus qui c'est qui devait parler, si c'était François ou Camille. Hein. C'est moi. Oui, donc pour compléter les données d'Inextenso, on a aussi récupéré quelques données du CRT Paris-Île-de-France et notamment le CRT donc, qui interroge également une trentaine qui à chaque mois en tout cas une trentaine de répondants d'établissements hôteliers Val-de-Marnais pour ces enquêtes de baromètre de conjoncture. Et donc parmi les questions qui étaient posées, notamment depuis le mois de mars, avec des questions très précises liées à la crise sanitaire, il y avait notamment quelles sont les nationalités qui avaient pu être accueillies dans les établissements. Donc là, vous avez les nationalités uniquement, les résultats pour le Val-de-Marne. Donc évidemment, c'est la clientèle française qui prédomine très largement. Mais on a aussi quelques nationalités étrangères qui ont été accueillies donc, cet été et aussi en septembre-octobre, donc notamment les Belges, des Italiens et des Allemands, donc vraiment pendant tout l'été. Également des Hollandais, alors c'est plutôt sur juillet. Et sur septembre-octobre, on a également des clientèles espagnoles qui sont venues dans les établissements Val-de-Marne. Voilà, donc c'était un petit point de complément des données d'Inextenso. Pardon, je cherchais mon micro. Si on parle un petit peu de ce que l'on peut essayer d'entrevoir effectivement en termes de contexte de reprise, là aussi Camille, je vous laisse la parole pour attaquer. Oui, alors François me dit que vous ne m'entendez pas bien. Si, ça va ? C'est mieux, c'est mieux. D'accord, bon. Oui, donc pour commencer, pareil, une petite extraction des données fournies par le CRT. Donc c'est sur le baromètre de conjoncture du mois de juillet, donc c'est pas très récent, mais ça, les données qui sont présentées là sont quand même intéressantes normalement sur un peu le sentiment des hôteliers Val-de-Marnais sur les perspectives futures. Donc évidemment, la situation, enfin l'estimation de comment allait se passer la reprise
de l'automne et jusqu'à fin octobre était, je pense, un peu plus optimiste que malheureusement la réalité l'a été. Donc, puisque pour 55% des établissements qui avaient répondu, la situation allait rester la même et que, évidemment, aujourd'hui, nous sommes reconfinés. En revanche, sur les retours à la normale, c'est vrai que ce soit sur le baromètre du mois de juillet, mais aussi sur les précédents, on est de manière générale sur plus de 40% des établissements qui pensent qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant un an, donc plus de 12 mois. Et c'était également intéressant de regarder les réponses aux questions sur le risque de licenciement dans les établissements. Donc c'est une question qui a été posée tous les mois à partir du mois de mai. Et donc on voit que les réponses ont un peu évolué dans le temps. Donc en mai, on avait seulement 6% des établissements interrogés qui disaient qu'il y avait un risque de licenciement dans leur établissement. On est monté à 16% en juin et en juillet et on est redescendu à 9% au mois d'août. Voilà, donc on n'a pas encore les chiffres sur septembre-octobre. Mais c'est intéressant de voir que ce risque de licenciement a un peu évolué dans le temps et il reste quand même inférieur, notamment par rapport aux mêmes chiffres sur Paris-Centre, par exemple. Absolument. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les éléments sur lesquels on peut se raccrocher pour essayer de regarder un peu plus loin devant nous. Bon, les tendances sont pas bonnes, on l'a vu. Ce que présentait l'OMT effectivement en mars 2020, c'était effectivement un repli de 20 à 30% des flux mondiaux. En termes de flux touristiques, malheureusement, effectivement, l'impact de la crise va se situer au-delà. Et lorsqu'on regarde sur une échelle un petit peu plus vaste les différentes crises qu'on a pu observer sur le territoire français depuis 2008, on voit l'ampleur de la crise financière de 2008-2009, on voit l'ampleur de la crise sur les performances en 2015-2016, et on voit la plongée qu'on a effectivement en 2020. Et en plus 2020 qui est pas encore, on n'est pas encore sur l'atterrissage effectivement aujourd'hui. Donc on est sur une crise dont la dimension nous fait rentrer dans l'inconnu. Et donc c'est effectivement, et en plus une crise qui vient se rajouter à une année 2019-2020 qui était déjà impactée pour certains territoires par les gilets jaunes, les retraites, et donc on a quelque chose qui est compliqué. Ce que l'on voit, c'est que aussi, si l'amplitude de la crise elle est forte, la crise de 2008-2009 n'était pas une petite crise. Pour autant, si ce n'était pas une petite crise, on voit qu'on a aussi eu un redressement qui a été très rapide. On voit que le redressement de la crise sécuritaire de 2015-2016 a été également très rapide. Donc là, comme on n'a pas de référentiel au regard de l'amplitude de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est dur de se prononcer sur la question, mais les retournements de cycle sont de plus en plus brusques et de plus en plus profonds. Mais l'avantage, c'est que les retournements de cycle haussier sont aussi assez rapides et avec des pentes qui sont assez fortes. Alors, dans les choses que l'on peut observer, c'est que les différents marchés et les différents segments de clientèle vont se comporter différemment. La clientèle de loisirs, globalement, on voit que quand il y a une opportunité de déplacement, elle s'en saisit. Preuve en est, cet été, il y a eu une dynamique de fréquentation sur les territoires touristiques qui a été forte. Donc on a en plus un solide marché intérieur qui a permis d'avoir un travail sur l'été qui était bien, mais sur des zones ciblées
le littoral, le rural, la montagne, et les bassins de proximité également. Il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'il y a eu aussi cette notion de slow tourisme, de proximité, où on n'a pas forcément fait 800 km parce qu'en plus on réservait un peu au dernier moment, et donc c'était plus simple de faire 2-3 séjours de 3-4 jours dans un rayon de 150 à 200 km plutôt que d'aller passer 3 semaines à l'autre bout de la France. L'inconvénient, c'est que cette clientèle effectivement d'agrément, on peut s'attendre à ne la retrouver que de Pâques à septembre à peu près. Mais on peut être à peu près certain qu'on va avoir des tribus. Alors les tribus, ça peut être des tribus d'amis, ça peut être des tribus familiales qui sont en manque de relations sociales, et donc ça devrait générer effectivement une appétence. On a 2 catalyseurs également de reprise que vont être la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024, qui vont permettre de créer un retour effectivement de performance effectivement un peu plus rapide que si on n'avait pas eu ces grands événements. Les grosses zones d'incertitude sur le marché français, c'est effectivement pour ces clientèles-là, tant qu'on n'a pas de retour de la clientèle internationale, et on sait que ce segment va être affecté durablement, on ne sera pas sur un retour à la normale, et a fortiori sur des territoires comme Paris-Île-de-France. Sur des territoires qui vous concernent moins, effectivement, en ce moment, on peut avoir un vrai questionnement sur comment va se passer les vacances d'hiver, et notamment quelle incidence pour l'hôtellerie de montagne. L'hôtellerie de montagne qui a quand même été pas mal épargnée parce que confinement l'année dernière a obéré le mois d'avril, qui n'est pas le mois où les hôteliers de montagne font le plus de cash. Ils avaient plutôt bien démarré la saison. Donc ils ont perdu un peu de cash sur une période où ils ne gagnaient pas d'argent, et quand ils ont pu rouvrir sur l'été, il y a eu une forte demande effectivement sur la montagne. Donc la montagne s'en est jusqu'à présent bien sortie. En revanche, s'ils n'ont pas de visibilité dans les jours qui viennent, ils vont rater l'ouverture des stations sur Noël, et donc ils pourraient être prêts ou pas en fonction de ce qui va se décider pour les vacances d'hiver de février, et donc là c'est une vraie zone d'incertitude. Le deuxième grand segment, c'est la clientèle d'affaires, et notamment d'individuels affaires, sur lesquels là on va être sur une reprise qui va être à court moyen terme. Les facteurs qui vont être positifs, ça va être le besoin de retisser des liens professionnels dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Je suis ravi de vous parler en Zoom. J'aurais préféré être avec vous, vous avoir en face, pouvoir répondre à vos questions, et puis continuer autour d'une petite coupette offerte par nos amis hôtes. Ce besoin-là, on l'a tous, et Zoom, Teams va pas remplir ce besoin tout le temps. Un peu, il va économiser certains déplacements, oui, mais il va pas remplacer toutes les réunions d'affaires dans et en dehors de l'entreprise. Et le télétravail va aussi être un élément qui peut contribuer à générer de l'annuité hôtelière. Les JO 2024, là aussi, dans la clientèle business, ce sera un catalyseur. Les zones d'incertitude, ça va être la crise économique et ses contraintes pour les entreprises. Évidemment, si j'ai un chiffre d'affaires, un résultat en baisse, une problématique de trésorerie, les premiers trucs que je vais couper, c'est tout ce qui me paraît un petit peu accessoire. Donc là, je vais couper les déplacements, je vais couper les frais de représentation, et donc du coup, ça va forcément impacter les nuitées hôtelières. Les habitudes digitales, alors je disais que ça ne va pas tout remplacer, mais enfin on en a quand même pris quelques-unes, et il y a quelques rendez-vous qu'on va continuer à faire avec ces outils. Et puis là encore, on est sur l'international qui va être affecté. Le segment qui va avoir le plus de mal à s'en remettre, c'est tout ce qui est MICE. Le moyen et le long terme vont être affectés.
Alors, c'est vrai qu'il y a quelques secteurs qui ont pu tirer profit de la crise, hein, le digital, la pharma, le commerce en ligne. Donc ça, c'est aussi des grands organisateurs de congrès, de séminaires et autres. Mais pour les quelques secteurs qui auront tiré leur épingle favorablement, il y en aura beaucoup qui auront souffert de cette crise. Et donc, c'est plutôt négatif. Et là encore, un des premiers budgets qui est coupé par une entreprise, c'est tout ce qui est représentation. Donc, le premier truc qu'on coupe, c'est la convention annuelle. Je devais faire venir 500 collaborateurs de toute l'Europe pour faire mon AG ou ma convention annuelle. Bah, finalement, je le fais dans mes bureaux ou à côté de mes bureaux, mais je limite les frais de déplacement et je limite les frais de séjour. Tant qu'on n'a pas de vaccin, de traitement, ce marché ne peut pas reprendre, hein, parce que les entreprises veulent pas faire prendre de risques à leurs salariés. Les salariés n'ont pas envie de prendre de risques eux-mêmes. Et donc, globalement, les perspectives de rebond du marché maïs avant le second semestre 2022, je ne les vois pas. Et ce serait un début de rebond au second semestre 2022. Je vois difficilement se tenir de grandes manifestations avant cette échéance-là. Là encore, l'international sera impactant. Donc la crise, contrairement à ce qu'on avait annoncé à une époque, hein, on avait bien vu, on voyait bien la chute des indicateurs, on se disait bien qu'après le déconfinement, on allait progresser, il y aurait un premier palier de reprise. On savait qu'il y aurait une stabilisation dans un premier temps avec un taux d'occupation qui resterait faible tant qu'il n'y aurait pas une réponse sanitaire convenable. Sauf que ce que l'on n'espérait pas, ce que l'on ne souhaitait pas, c'était effectivement qu'il y ait un deuxième confinement ou effectivement un deuxième recul, rechute des performances que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Et donc, on est vraiment pour l'instant dans une approche en W. Et quand on aura la réponse sanitaire, alors c'est là où on croise les doigts pour que les vaccins soient efficaces, mais si on commence à vacciner au début 2021, ça veut dire que si on vaccine les personnes sensibles, on va détendre la problématique sur l'hôpital. Si on détend la problématique sur l'hôpital, ben, on va détendre les problématiques de confinement, de restriction de déplacement. Et du coup, on va avoir une reprise qui va être effectivement plus significative. La crainte qu'on peut avoir, c'est de se retrouver avec un W qui se prolonge, hein, c'est-à-dire retrouver une période de croissance, puis un palier, puis un reconfinement, etc. C'est ça effectivement la grande incertitude que l'on peut avoir, et avec une très grosse difficulté, à mon avis, qui est pratiquement inconnue là aussi. Je pense que vous constatez tous que quand j'échange avec des hôteliers, ils me disent ça se remplit aussi vite que ça se vide. Donc il n'y a déjà pas beaucoup de réservations qui sont faites sur les mois à venir, mais j'ai autant d'annulations que de réservations. Et je fais mon chiffre d'affaires et mes nuitées entre le jour J et J+2. Donc, je n'ai pas beaucoup plus de lisibilité sur mon activité. Et alors, qu'est-ce qui va se passer à 15 jours? J'en ai pas la moindre idée. STR nous présentait un graphique où il y avait l'évolution du pick-up sur les mois à venir. Le plus gros pick-up, ça devait être la nuit du 1er janvier à 6% de réservation pour l'hôtellerie parisienne. Donc, autrement dit, rien du tout, et en plus, un risque d'annulation très fort. Alors, après cette présentation un tout petit peu déprimante, et je m'en excuse, un ou deux éléments qui peuvent être porteurs d'un peu moins de mauvaises nouvelles. Pour ceux qui sont propriétaires de leurs hôtels, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que le modèle mur et fond est quand même de loin le plus résilient dans cette crise. Ce que l'on voit habituellement, c'est qu'on alterne des périodes de progression, d'évolution des murs et de stabilisation. En gros, les performances vont bien, mes valeurs de mur augmentent. J'ai une crise,
donc j'ai une baisse de chiffre d'affaires, baisse de RBE, baisse de cash flow, et donc je vais avoir des performances qui baissent, j'arrête de vendre. Le marché se stoppe. On le retrouve dans le graphique 2009, 2012, 2016. On a un recul des montants des niveaux de transaction. Systématiquement. C'est-à-dire que plutôt que de vendre dans une période de récession, je préfère garder un peu plus longtemps de manière à ne pas avoir de baisse de la valeur de mon actif. Comme il y a peu de transactions parce que la France et l'État a mis en place des dispositifs de soutien sur les précédentes crises, mais cette fois-ci encore, du coup, je mets à l'abri grâce aux solutions qui sont apportées par l'État, qui me permettent de passer l'orage et je revends dans la période où les performances se redressent. Comme dans l'intervalle de la période de crise, il n'y a pratiquement pas eu de transaction, on ne peut pas témoigner qu'il y a eu une baisse des valeurs. Et donc, je fais progresser mes valeurs, j'ai un palier. Je sors de la crise, je fais progresser mes valeurs. J'ai une crise, palier, et ainsi de suite. Donc, gageons que cette crise, effectivement, n'échappe pas à cette règle, au moins pour les murs hôteliers. La valorisation des fonds de commerce, le fonds de commerce d'un hôtel, c'est la valeur de l'entreprise et de l'activité. Quand l'hôtel est fermé ou que les performances chutent de 63% en chiffre d'affaires, ça chute encore plus en résultat. Et donc, mécaniquement, là, il y a un effet mécanique de destruction de valeur des fonds de commerce. Et donc, là encore, l'enjeu pour les hôteliers, c'est vraiment de se mettre aux abris le plus possible au travers des dispositifs d'aide, de manière à ne pas être obligé de céder dans cette période, parce que là, effectivement, ce serait assez dramatique. Et donc, là encore, on est dans une crise qui est très atypique, mais globalement, nous, on n'a pas observé sur les précédentes crises ce que l'on appelle des distress assets. Donc, en gros, c'est au mois de mars, les fonds d'investissement qui nous avaient appelés en 2008, qui nous avaient appelés en 2015, nous passent à nous un coup de téléphone en disant Olivier, si tu vois passer des actifs à moins 50%, surtout tu nous appelles parce que nous, on a les poches pleines et on va acheter des produits à la casse. Il y en a sur les marchés anglo-saxons parce qu'il n'y a pas de dispositif de soutien aussi puissant que ce qui est mis en place en France. Et en France, du coup, il y en a peu parce que l'État arrive à soutenir tout ou partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des hôteliers qui sont en difficulté, qui aient été en difficulté sur les précédentes crises, mais globalement pas dans des volumes très très conséquents et pas sur des actifs extrêmement forts, visibles. L'ampleur de la crise actuelle est quand même très différente et donc on peut se retrouver avec beaucoup plus de casse qu'on en a eu sur les crises précédentes. Et puis un secteur bancaire qui, s'il a globalement bien joué le jeu sur les PGE, aujourd'hui a tendance à durcir un petit peu le ton. Et puis, il considère que le modèle mur et fond, il est plus solide parce que si vous êtes propriétaire mur et fond, le fond, vous le mettez un petit peu à l'abri grâce au dispositif de l'État. Vous réétalez, vous rééchelonnez votre dette sur les murs, et puis vous devriez passer l'orage. Quand vous avez que le fonds de commerce, là les banquiers vous disent financer une activité d'hôtel fermé ou de restaurant fermé, ça les enthousiasme guère. Et quand vous n'êtes propriétaire que des murs, là, vous n'avez pas beaucoup de levier de discussion avec votre exploitant. Et puis, l'exploitant, il peut aussi revenir vers vous en disant faut qu'on discute du loyer, mais pas que pendant cette période. On va rediscuter du loyer à plus long terme parce que moi, je ne saurais pas m'engager sur une période trop longue au regard des difficultés que j'ai connues. Et vous n'avez pas beaucoup de solutions pour rebondir effectivement quand vous êtes propriétaire que des murs, parce qu'aujourd'hui, si vous virez votre locataire, vous êtes juste certain d'avoir du mal à en retrouver un autre, et si vous en retrouvez un autre, pas au même loyer.
Donc, une difficulté effectivement particulière sur ce point-là, mais j'ai bon espoir qu'avec les annonces qui ont pu être faites sur le vaccin, que l'hôtellerie arrive à tenir le choc jusqu'à un horizon du second semestre 2021 et qu'on ait une casse assez limitée sur ce secteur pour les hôteliers. En tout cas, j'espère que je ne vais pas me tromper trop là-dessus. Camille, je vous relaisse la parole. Merci. Alors pour compléter également et pour aller vers des choses, on espère, un peu positives aussi, un petit focus sur la clientèle francilienne. Donc le CRT a réalisé une enquête assez complète sur cette clientèle-là pendant l'été. Donc les résultats ont été publiés au mois d'août. Et donc il y a des résultats intéressants puisque c'est une clientèle qui évidemment peut être priorisée aujourd'hui puisqu'elle est facile d'accès, on va dire. Et ce qui ressort vraiment de cette enquête, c'est alors une grande envie de nature de la part des Franciliens, puisque parmi les activités, les visites et les activités qui étaient proposées, ce sont vraiment les activités de plein air et de nature qui sont plébiscitées. Également, on a quelques données intéressantes sur les modes de transport et sur le temps de déplacement. Donc, on voit que, par exemple, les Franciliens sont prêts à faire 30 minutes à 1h30 de déplacement pour une sortie ou pour un séjour dans la région. Et on voit également que le mode de déplacement le plus utilisé, ça reste la voiture avec 58%, mais également pas si loin que ça, les transports en commun avec 42%. Et donc, sur la slide suivante, si Olivier peut passer à la slide suivante, je ne sais pas s'il m'entend. Merci. Super. Donc, on voit, il y avait aussi une question très intéressante où donc il y a à peu près 2000 personnes qui ont répondu à cette enquête, à qui on a demandé s'ils envisageaient de réaliser un séjour au sein de la région dans les mois à venir. Donc, ils ont été questionnés au mois de juillet. Et 56% avaient répondu que oui. Parmi ces 56%, on en a 61% qui envisageraient dans ce cas un hébergement marchand, donc en hôtellerie, en hôtel ou en résidence hôtelière. Donc c'est des chiffres qui peuvent être, qui sont encourageants et qui font qu'on pense que ça peut être intéressant de cibler cette clientèle-là. Par contre, donc sur la dernière slide, donc on avait une autre question sur les départements de la région qui étaient priorisés, on va dire, par ces franciliens. Et on voit que ce qui ressort, c'est beaucoup donc Paris avec 32%, également la Seine-et-Marne. Évidemment, un peu moins pour nous, mais peut-être que l'hôtellerie Val-de-Marnaise a des choses à offrir, notamment pour ceux qui souhaiteraient se rapprocher de Paris pour un séjour. En tout cas, c'est une clientèle qui est pour le coup qui attend la sortie du confinement, en l'occurrence, pour peut-être faire des séjours dans la région. Donc c'est intéressant de pouvoir prioriser. Voilà. Merci. Alors, donc pour la partie sur l'observatoire, je ne sais pas si c'était Olivier ou Grégory. Alors, je vais céder la parole à Grégory pour parler effectivement de l'observatoire. Grégory. Oui, tu peux. Bonjour à toutes et à tous. Tu peux passer là. Juste, excusez-moi, on va essayer d'aller assez rapidement. Ouais, L'idée étant voilà, de pouvoir échanger avec tous nos hôteliers. Donc voilà, Grégory, je vous remercie si on peut essayer même si c'est une question importante, d'essayer d'aller un peu vite sur cette partie-là. Merci Grégory. Bon, rapidement, participer, ça vous permet de recevoir gratuitement tous les mois nos rapports mensuels et de suivre l'activité hôtelière et résidence. Et ça vous permet de le comparer par rapport à d'autres territoires et notamment sur l'Observatoire sur le Val-de-Marne, de le comparer à d'autres pôles. Et puis d'animer vos réseaux. Si tu peux passer à la slide suivante, Olivier. Ce qui est important, c'est qu'on respecte la confidentialité de données des hôtels, donc on diffuse des moyennes.
On a des échantillons qui sont à périmètre constant, donc on respecte aussi la part enseigne indépendant, mode d'exploitation. Donc voilà, pour faire rapidement. Et peut-être pour compléter, c'est aussi très utile pour nous que vous participiez à l'Observatoire, puisque ça nous permet d'avoir des chiffres sur le Val-de-Marne qui sont encore plus représentatifs et donc pouvoir aussi ensuite vous proposer des actions et un accompagnement encore plus pertinent. Donc c'est aussi d'une grande aide pour nous. Merci, merci Olivier, merci Grégory, merci Camille. J'espère que cette présentation vous a permis en tout cas d'avoir un peu plus d'éléments sur la situation actuelle, sur les tendances de reprise. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être de réagir un petit peu vos réactions, vos remarques. Si vous avez des questions plus particulières sur cette présentation ou également comment vous vivez la crise. Si vous vous retrouvez un petit peu dans ce qui a été présenté aussi, je pense que c'est important. Amener un petit peu votre état d'esprit et vous aussi vos tendances de reprise. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou en tout cas, on vous allumera, on réactivera votre micro avec grand plaisir. Peut-être Claudine du Club Hôtelier ou Christophe, je ne sais pas, Christophe Aretano, président, je sais qu'il ne pouvait pas être là en début de présentation, mais peut-être qu'il a pu se joindre à nous. Je suis arrivé. Voilà, Christophe. Bonjour Christophe, donc président du Club Hôtelier. Je sais que tu n'as peut-être pas pu participer à l'intégralité de ce webinaire, mais peut-être as-tu des remarques sur ce que tu as pu voir ou des réactions, ou peut-être même apporter ton propre sentiment d'hôtelier Val-de-Marnais, tout simplement. Non, on en a déjà discuté. Effectivement, on se reconnaît dans cette analyse-là. De toute façon, c'est malheureusement le constat. Et ce qui est le plus perturbant, c'est le manque de visibilité. Je le répète, et c'est très perturbant. Et c'est vrai que les résas se font, mais se défont aussi vite qu'un événement qui n'existe plus. C'est tout de suite, comme la semaine dernière, l'espace Jean Monnet, plus d'espace Jean Monnet, plus de concours. Ça y est, de 100 de Théo, on est tombé à 10-15 points de Théo. Donc, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, je pense que la confiance ne sera pas là. Et tant qu'il n'y aura pas la confiance, ça va être compliqué, je pense. Et j'espère que la reprise se fera aussitôt, mais je pense que oui, ça se commencera par le taux d'occupation. Alors, les prix moyens, je pense qu'on va pouvoir les oublier un petit moment. Ça va pas remonter tout de suite. Et s'il faut surtout plus comparer par rapport à 2019 ou 2018, je pense que ça va être très très compliqué de revenir dans ces chiffres-là. Sur le prix moyen, vous avez raison. On observe dans toutes les crises, c'est le taux d'occupation qui se casse la figure, et un petit peu plus tard le prix moyen, parce que le temps que les entreprises ajustent leurs contrats corpaux, que tout ça se passe, il y a toujours un petit peu d'inertie. Et puis, on le voit à l'inverse dans les retournements. Les gens reprennent confiance, se disent que ça y est, ils peuvent revoyager, donc on a un taux d'occupation qui redécolle. Et puis là, les hôteliers qui disent hop, les entreprises, là, faut qu'on voit vos contrats corpaux, vous m'avez passé à la moulinette il y a 1 an et demi. Maintenant, il faut revenir à des niveaux antérieurs. Et donc, tout ça nécessite effectivement une mise dans le temps, une mise à plat dans le temps. Et on voit en général un décalage de 6 à 9 mois. Alors sur cette crise, c'est ça qui a été aussi assez perturbant, c'est que on a vu tout de suite la baisse du taux d'occupation. Le prix moyen, ça a été assez variable parce que on perdait parfois, comme tous les groupes ont été annulés. Pour le coup, il y a des hôtels qui ont eu des progressions de prix moyen importantes parce que ils avaient une baisse de TO, mais ils n'avaient plus de groupe et ils n'avaient plus que de l'indiv. Alors du coup, hop, ça remontait en prix moyen, mais avec un caractère qui était quand même très très artificiel. C'était juste une petite redistribution ponctuelle des canaux de distribution ou des segments de clientèle. C'était pas du tout une tendance de marché qui disait super, on va payer plus cher nos hôtels, quoi.
Donc ça a été atypique, mais la sortie de crise, on aura vraisemblablement de 6 à 12 mois de latence avant une reprise du prix moyen. Ouais. Si c'est que 6 mois, ça va aller, mais moi, je pense que ça va être un peu plus. Et là, j'avoue que je ne prendrai pas de pari. Malheureusement, comme on n'a aucune visibilité, on peut placer de l'espoir. Ce que je disais quand même, et là j'y crois assez fermement, mais bon, on est au-delà des 6 à 12 mois, hein, c'est que Coupe du Monde de rugby et JO, c'est ce qui permet de gagner 1 an de reprise, à mon avis. Ouais, ça, je suis d'accord. Et donc c'est là où on va pouvoir effectivement engranger sur ces 2 années-là un peu plus que s'il n'y avait pas eu ces grands événements, parce que l'événement lui-même, mais aussi parce que la France, le territoire, va être mis en exergue et sous les feux des projecteurs, et donc ça devrait être plutôt favorable. En tout cas, je l'espère. Moi aussi. Très bien, merci. Est-ce que d'autres hôteliers veulent intervenir et donner un peu leur point de vue, leur expérience en tout cas? Je vois de quelques hôtels, que ce soit sur le secteur d'Orly, Orly-Rungis, mais aussi je vois, je regarde la liste des participants en même temps, mais je vois qu'il y a aussi une représentante de Sarayou, donc de Chinagora. Est-ce que vous souhaitez intervenir plus particulièrement pour donner un petit peu un état de la situation dans votre hôtel? En attendant, moi, je veux bien poser aussi une question Hélène, pour Olivier. Oui, non, parce que il évoque donc les événements sportifs sur le rugby et puis les JO. On sait quand même que l'augmentation de la fréquentation, elle a lieu plutôt après ces événements, hein, et pas pendant. C'est plutôt des grosses baisses de fréquentation dans les hôtels qu'on constate pendant les événements. Donc, j'aimerais aussi que vous nous disiez, Olivier, si vous avez des conseils. Je sais qu'on avait travaillé avec le club hôtelier au moment de, c'était quoi? L'Euro, là, en 2016? L'Euro 2016, je crois. Ouais. Où en fait, ça n'avait pas été bon du tout pour le Val-de-Marne parce que bon, il y avait une tendance à une augmentation très élevée des prix. Alors qu'en fait, ben voilà, faut quand même savoir que les gros événements sportifs ou culturels d'ailleurs, hein, les expos universelles, etc., tout ce type d'événements font plutôt fuir les touristes traditionnels qui ne viennent pas pour ces événements-là. Donc, c'est vrai qu'il faut jouer de façon très subtile. Et nous, c'est une réflexion qu'on engage et qu'on engage avec le club hôtelier aussi sur comment positionner le Val-de-Marne et comment aider les professionnels pour être bien placés, parce que c'est très sioux quand même. C'est compliqué, et puis en plus, il y a 3 phases, hein. Il y a avant, pendant, après. Donc, le avant-après, il n'est pas inintéressant, effectivement, pour les clientèles touristiques traditionnelles qui n'ont pas envie de se mêler avec le gros du flux de ces événements et de pouvoir visiter des sites, effectivement, avec un peu moins de flux. Donc, le avant-après, il faut pouvoir l'organiser vis-à-vis de ces clientèles traditionnelles. Le pendant, alors, en fonction de là où on est, on peut avoir effectivement une incidence fréquentation forte, mais on va certainement avoir une incidence prix intéressante. Donc, c'est là où souvent les hôteliers, à juste titre, se disent bon, si j'ai une petite contraction du taux d'occupation parce que mes clients habituels ne sont pas là, parce que je l'ai un peu organisé, je les ai prévenus qu'il valait mieux qu'ils viennent avant ou après. Les clientèles touristiques qui viennent à ce moment où il y a une forte pression, je vais aussi avoir un bénéfice prix qui va être favorable. Et donc là, c'est plutôt des éléments où on a généralement quand même des progressions de performance, mais d'occupation. Quand bien même on n'a pas de progression de taux d'occupation, on a souvent un effet prix moyen qui est assez soutenu et qui a tendance à vite se transformer dans la marge. Et donc ça, si ça peut fonctionner comme ça pour les prochains événements, ça fera pas de mal à la trésor de nos amis hôteliers. Mais il faut bien le penser parce que vous avez raison, il y a bien ces 3 phases un petit peu
un petit peu différente. Et si on l'anticipe pas, ben, on passe un peu à côté de la première et on peut créer de la déception sur la phase du pendant. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, je pense aussi à des hôtels qui sont en phase d'ouverture, comme par exemple à l'hôtel du Port à Nogent-sur-Marne, qui a été en totale rénovation. Oui, c'est moi. Voilà, je vois que vous avez participé. Merci en tout cas d'être parmi nous. Avez-vous, je sais que bon, vous étiez en plein, on s'était rencontrés juste avant, juste avant le premier confinement. Qu'en est-il aujourd'hui pour vous? Comment vous voyez les choses? Nous, c'est simple. On a du coup fini vraiment les travaux. On a tout réussi, tout terminé, on va dire, allez, mi-septembre. On a réouvert l'hôtel mi-septembre. On avait environ 10 chambres par jour. Mais bon, après, c'est une ouverture d'hôtel, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais là, en septembre, on a pas mal fonctionné aussi avec nos événements, du coup, parce que c'est un hôtel événementiel. Ça avait bien pris, on avait récupéré pas mal de mariages qu'on avait décalés de l'été. Donc en termes financiers, c'était pas la folie parce que du coup, les acomptes avaient déjà été réglés plusieurs mois avant et du coup dépensés déjà. Donc en termes financiers, c'était pas top, mais bon, on a pu déjà rattraper, éviter d'annuler certaines dates. Et après, il y a eu octobre où ça a commencé à être une catastrophe. On a eu beaucoup d'annulations. Et là, novembre, du coup, on a refermé. On a entièrement refermé. J'avais laissé ouvert 2 dates en novembre que j'ai jamais fermées. Et si ça avait pris, on aurait réouvert. En fait, on a juste mis des planches devant l'hôtel. On aurait enlevé les planches et on aurait réouvert. Et on a eu 0 réservation, mais 0 de chez 0, quoi. Donc, du coup, on a refermé. On a vu avec un des propriétaires ce matin. On va voir ce qui va se passer. Tous nos événements de décembre sont déjà annulés. Il nous reste un événement le 25. Mais c'est des événements de 100 personnes. Donc, à mon avis, les événements de 100 personnes ne seront pas acceptés. Et tous les événements professionnels ont été annulés. Et les mariages, il nous en reste 2 qui vont être annulés en même temps, quoi. Et après, on a fait le point ce matin. Janvier, on a un seul événement en janvier. En février, on a un seul événement. En mars, 0. Et ça reprend en avril. À partir d'avril, on recommence à avoir de la demande. Et juin, quasiment tous les week-ends, on a un événement. Ouais. Et on a pas mal de demandes pour les mariages à partir de juin. D'accord. Par contre, tout ce qui est professionnel, on travaillait beaucoup avec des sociétés comme AXA qui venaient faire leurs séminaires toutes les semaines à l'hôtel, même si c'est des séminaires de 10 personnes. Toutes les semaines, ils venaient faire leur formation chez nous et du coup, il y avait un roulement. Donc, eux ne viennent plus, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre les formations. Et tous les autres professionnels, c'est pareil. On avait beaucoup de clients habitués, groupes. Et eux, c'est pareil, ils ne sont pas prêts de revenir en 2021, quoi. Donc voilà, donc on a refermé et on attend de voir ce qui va se passer, comme tout le monde. On n'a aucune visibilité Malheureusement, et à part attendre, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Donc voilà. Très bien. Merci en tout cas et bon courage surtout. Est-ce que d'autres partenaires, Claudine, est-ce que par exemple, ou d'autres hôtels, je parlais tout à l'heure de Chinagora, je sais que Sarah est parmi nous également. Est-ce que vous souhaitez également réagir par rapport à cette présentation ou alors avoir votre propre expérience? Oui, il faut peut-être allumer le micro alors, si Sarah veut prendre la parole. Ouais, Sarah. Les micros sont réactivés pour tout le monde. D'accord, c'est réactivé. Alors, Sarah. Bonjour à tous. Mais comme vous savez, le Chinagora, c'est beaucoup plus touché par Covid parce qu'on a une clientèle internationale loisir des groupes. À peu près 55% de clients loisirs des groupes viennent de Asie. Donc,
fin du janvier, nous avons plus de groupes. Tout est annulé. Et jusqu'au présent, nous avons taux d'occupation à peu près 20% jusqu'au 31 octobre. Et à 1er novembre, on a décidé d'encore fermer notre établissement parce que avec 187 chambres gros porteurs et tous les jours, on n'a que 15 chambres avec des contrats société, des créneaux de réservation va au théâtre. Ce n'est pas suffisant pour tous notre salariés. Donc, en plus, d'abord, c'est de protéger la santé des salariés et notre client. Donc, on a décidé de refermer notre établissement. Donc, pour nous, c'est très difficile parce que je contactais beaucoup avec des agences de voyage en Asie, en Chine, des grossistes. On a signé plein de contrats garantis avec des grossistes en Chine, des contrats de 5000 unités ou même 8000 unités avec un allottement de 25 chambres par jour, mais tout est annulé. Et, le marché en Chine, je pense que pas avant 1er avril, parce qu'ils sont très vigilants par rapport au Covid aussi. Et c'est pourquoi je suis là pour demander de votre aide. Notre marché français, après j'espère aussi il y a des marchés européens, ça dépend des frontières. En tout cas, on a c'est un hôtel 4 étoiles plus, avec beaucoup de chambres. J'espère bientôt rouvrir notre restaurant et l'hôtel. Merci à tous. Merci Sarah. D'autres réactions? Non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement, oui. Ce moment-là, j'ai participé beaucoup de réunions parce que j'ai besoin d'une idée pour la stratégie de 2021. Parce qu'il faut beaucoup changer par rapport à avant, notre segment et la clientèle. Voilà. Diversification de la clientèle pour Shinagora. Oui, c'est ça. Il me reste beaucoup. En fait, après l'ouverture septembre et novembre, on a quand même des associations qui approchent chez nous parce qu'on a des grandes salles, restaurants, événements pour plus accueillir plus que 300 personnes. Donc, j'ai reçu des fêtes de GIF, communauté GIF. Aussi, j'ai beaucoup de mariages aussi, comme tout à l'heure, Téléphine, elle a dit. Donc, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de fêtes d'associations à porter. Je ne sais pas la date précisément. Après aussi, vous savez, à Paris, Île-de-France, on touche beaucoup par rapport au salon exposition. Et aujourd'hui, j'ai des clients qui m'ont demandé pour le salon de TextWorld. Normalement, c'est février. Donc, cette année, tout est annulé, mais l'année prochaine, il y a un salon de première vision en février et septembre. Donc, je pense qu'ils ont apporté à juillet, mais on n'a pas de date précise. Donc, c'est très difficile pour nous organiser des contrats avec fonction, comme l'habitude avec des salons, des dates d'événements, parce que cette année, je pense qu'avant, on a autre saison, moyenne saison, base saison et salon, période de salon. Mais maintenant, il faut tout changer, 2021. Voilà, je ne sais pas comment je décidais pour tous les contrats, différents contrats. Voilà. Donc ça, parce que le contrat, on doit commencer bientôt, renouveler tous les contrats avec notre clientèle. On voit je ne sais pas si vous avez des idées ou pas. Non, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, ce qui influence beaucoup l'hôtellerie dans notre territoire, il y a évidemment le tourisme d'affaires et les salons. Olivier l'a bien rappelé, tout ce qui est MICE. Il y a l'aéroport d'Orly
Ça, avec Christophe, on avait bien vu ça. Le pôle Orly-Rungis est très lié à la réouverture du trafic aérien ou à la fermeture du trafic aérien. Enfin, franchement, une influence très forte. Donc, c'est vrai en plus que le territoire a des influences parfois diverses avec ce qui est sur les boucles de la Marne, comme Delphine a pu en témoigner aussi, où on est plus sur un fonctionnement peut-être loisirs, week-end, événementiel privé. Enfin, on voit bien là tous ces facteurs qu'on retrouve sur le fonctionnement de l'hôtellerie val-de-marnaise. Oui. Malheureusement, Sarah, on n'a pas une baguette magique pour vous aider. Oui, en tout cas, oui. On peut continuer à échanger, mais… Oui, en plus, notre, voilà, vous savez, c'est l'hôtel l'État de Chine, donc ils ont décidé de voilà, fermer parce que j'ai quand même des demandes pour entrer des chiffres d'affaires. Il y a des tonnages prévus ce samedi, mais ils ne veulent pas l'accueillir, donc pour l'instant, on reste zen. Et voilà, il faudrait que la situation soit voilà, améliorée. Après, donner des. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'il faudrait la clientèle étrangère, confiance en France. Donc, ça, c'est plus important voilà, pour nous. Surtout qu'en plus, le problème de la clientèle étrangère, c'est qu'elle n'a plus confiance en personne, ni en nous, ni en aucun autre pays. Donc en fait, c'est là où c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je le ressens plutôt comme ça. Je n'ai pas mis la caméra. C'était quand il y a eu les attentats, après, il fallait redonner aux gens d'avoir confiance pour venir chez nous. Quand il y a eu, pareil, les gilets jaunes, tout ce bazar, parce que moi, avant, j'étais sur Paris pile à ce moment-là. Pareil, après, il fallait redonner confiance aux gens et ça passait entre guillemets par les médias. Ça y est, en France, maintenant, tout va bien, vous pouvez revenir. Sauf que là, c'est même pas le problème de la France, c'est que c'est le monde entier où les gens n'ont plus confiance, pas dans un pays, mais juste dans le voyage même. Donc, à partir du moment où les gens, dans leurs infos de chaque pays, ne seront pas rassurants et que du coup, les infos des autres pays ne seront pas rassurants, il n'y aura jamais, la boucle sera infernale. Et sachant que les informations, leur but, c'est aussi de vendre et de parler. Tant que les informations du monde entier ne se seront pas calmées, je ne vois pas pourquoi les gens voyageraient chez nous plutôt que dans d'autres pays. Oui, et puis en plus, on est très marqué par… on l'a vu cet été où les autres régions françaises ont pu tirer un peu leur épingle du jeu parce que c'est des destinations estivales pour les Français. Oui, la dernière chose dont ils avaient envie, c'était de venir dans une ville là où tout semblait… Ils avaient besoin de verre, de mer, de montagne. Et c'est vrai qu'on a presque cette double peine en ce moment, quoi. Même quand il y a des petits temps là, où on dit aux gens partez en France, les Français, ils ne viennent pas chez nous. Donc, c'est exactement ça. Et en plus de ça, les étrangers ou même nous, les Français, on ne prend plus le risque de voyager à l'étranger. Parce que si on attrape le Covid à l'étranger, on se pose la question, comment ça se passe si je suis malade et que j'ai un problème ailleurs? Donc, les gens n'ont même plus envie de quitter le pays, juste pour ces questions aussi d'assurance et de juste d'être assuré en cas de problème. Au moins, je suis chez moi, quoi. Enfin, nous, c'est le retour que nous ont fait les clients autour de nous et c'est ce qu'on a pu voir. Merci à tous. Une dernière chance. Si certains d'entre vous veulent intervenir, réagir, n'hésitez pas. Nelson, je vois que vous avez ouvert votre micro. Une réaction, donc c'est Hilton Gardenil. Après, bonjour à tous. C'est vrai que la présentation, elle est elle reflète bien la réalité du terrain aujourd'hui. Je pense que, je vois qu'il y a Mathieu aussi qui travaille sur la zone de Rungis. Aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est aussi la mobilité, qui n'est pas à oublier. C'est qu'on a vraiment la tendance sur l'aéroport d'Orly, on a vraiment une baisse des vols. Il y avait une belle reprise qui avait été annoncée sur le mois de septembre, parce qu'on était contre 700 rotations jour, on devait tourner aux alentours de 200, 250. Au jour d'aujourd'hui,
la plupart des compagnies ont annulé aussi leur programme de vol. Donc, on a vraiment une volonté quand même de la clientèle et effectivement, comme le disait Olivier, sur la partie sur les laboratoires pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, l'offre de SNCF est limitée au minimum. L'offre aérienne est limitée au minimum. Donc forcément, ça représente un enjeu pour tout un chacun pour se déplacer. Parce qu'il ne reste plus que l'offre, entre guillemets, en voiture. Mais encore une fois, la plupart des hôtels, il y en a beaucoup qui ont fermé. Et comme le disait aussi tout à l'heure pour le club hôtelier, c'est vrai qu'on s'est retrouvé, je pense qu'il y a quand même c'est à nuancer, il y a quand même une volonté de revivre de part et d'autre. Mais derrière, effectivement, l'espace Jean Monnet qui drainait les examens, ça a été annulé à l'annonce du confinement. On a pu se retrouver sur un taux d'occupation de quasiment complet sur une courte période à plus rien du jour au lendemain. Donc ça, forcément, il y a une inquiétude. Mais voilà, après, je rejoins tout ce qui a pu être dit avant. On attend de voir un petit peu ce que sera demain. Mais voilà, aujourd'hui, les hôtels d'aéroport ont tiré peut-être un petit peu plus profit de cette crise, de par leur proximité. Mais derrière, il y a qu'est-ce qui adviendra demain? Ça dépendra vraiment de la confiance qu'on aura en le vaccin et de ce qu'on nous dira, parce que ça joue effectivement sur les mentalités de tout un chacun, c'est sûr. Bon. Merci en tout cas à tous pour vos réactions. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à répondre à l'enquête que normalement vous avez dû recevoir, qui nous aidera vraiment à avoir aussi un retour beaucoup plus fin sur tout ça. Et puis aussi en termes d'emploi, nous c'est important aussi pour nous de savoir ce que ça peut représenter en termes d'emploi aussi, les conséquences. Donc, n'hésitez pas. Normalement, je crois que Camille a dû remettre le lien pour participer à l'enquête, je crois, dans le chat. Donc, voilà. Et puis, donc, les rencontres du tourisme le 26 janvier 2021. Notez déjà dans vos agendas. Donc là, ça sera sans doute à distance, malheureusement. C'est vrai qu'on aurait bien aimé tous vous retrouver physiquement, mais voilà, ça sera à distance. Donc, en tout cas, notez tout ça. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou alors un accompagnement un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on fera du mieux qu'on peut. On mettra nos compétences à votre disposition. Donc, merci encore à Olivier, à Grégory et à Camille pour vos présentations. Je pense que ça a pu éclairer pas mal d'hôteliers du Val-de-Marne. Donc, merci, même si on devait avoir un peu plus de monde, tout le monde n'a peut-être pas pu se libérer. Mais en tout cas, merci pour tout. On a enregistré donc ce webinaire qu'on pourra mettre à disposition pour vous, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes sur notre site internet, donc tourisme-valdemarne.com, dans l'espace pro. Donc voilà. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. à tous et à l'équipe du CDT. Merci. Qui a la main sur la réunion? C'est toi, Hélène? Ou Camille, on peut la quitter? Oui.